Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles. Le modèle standard de la physique des particules permet d'expliquer 3 des 4 interactions fondamentales. L'interaction électromagnétique et les interactions nucléaires fortes et faibles. La gravité est décrite dans un cadre complètement différent, la relativité générale. Mais certains espèrent pouvoir la faire entrer un jour dans le champ de la physique de l'infiniment petit, via sa propre particule, le graviton. Ce modèle standard connaît un certain succès. Il est capable d'expliquer un grand nombre de phénomènes naturels et est supporté par de nombreuses observations expérimentales. Il a toutefois quelques limites. Il est incapable d'expliquer pourquoi l'univers comporte plus de matière que d'antimatière. Il ne sait pas non plus quoi faire de la matière noire, qui semble pourtant responsable de la grande majorité de la masse dans l'univers. Même constat du côté de la théorie de l'inflation cosmique, ou de l'énergie noire qui pourrait avoir besoin de leur propre champ et particules. Aussi, lorsqu'une expérience ou une observation vient contredire les fondements de ce modèle, les esprits s'échauffent. Il pourrait en effet s'agir d'une porte ouverte vers une nouvelle physique, qui s'accorderait mieux avec les limites du modèle actuel. Pendant 10 ans, des chercheurs du Fermilab, un accélérateur de particules américain, se sont évertués à mesurer la masse du boson W, avec une précision jusqu'ici inégalée. Ce boson sert de médiateur pour l'interaction nucléaire faible, celle qui est responsable de la radioactivité bêta et de la fusion nucléaire. Leurs résultats indiquent que ce boson est en réalité plus lourd que ce qui est prédit par le modèle standard. Le genre de résultat qui invite à une prudence extrême, tant il serait lourd de conséquences. On peut donc s'attendre à ce que ce résultat soit scruté de près. Le moindre doute quant à la méthodologie ou à l'interprétation des résultats amènera à des débats houleux entre physiciens. Il y a cependant fort à parier que certains d'entre eux vont s'engouffrer dans la brèche pour tenter de tirer les premières conclusions de cette observation, si elle est avérée. Un boson W plus lourd pourrait ouvrir la porte d'un modèle fondamentalement différent, avec des règles de symétrie ou un groupe de particules élémentaires modifiées. C'est un travail de longue haleine qui se présente devant les expérimentateurs et les théoriciens. Idéalement, il va falloir tenter de reproduire la mesure dans d'autres accélérateurs de particules, ce qui pourrait prendre des années. En parallèle de ça, il faut se préparer à ce qu'elle soit rejetée ou confirmée par de nouvelles observations. La physique des particules est un domaine en constante évolution. On se rappelle que la détection expérimentale du boson de Higgs ne date que de 2012, et il reste encore à déterminer sa masse avec une grande précision. Ces mesures, qui concernent l'infiniment petit, auront peut-être un impact sur notre compréhension de l'infiniment grand. Mais pour ça, il va d'abord falloir que tout le monde se mette d'accord sur la masse réelle du boson W. Allez, on revient sur Terre pour la suite de ces actualités avec une excellente nouvelle pour Ariane 6. La semaine dernière, l'entreprise Amazon a commandé la bagatelle de 83 lancements pour mettre en orbite sa constellation d'Internet par satellite, Kuiper. Cela devrait permettre de lancer plusieurs milliers de satellites et donc d'offrir un premier service opérationnel pour les clients de la constellation. Étonnamment, Blue Origin, l'entreprise spatiale du patron d'Amazon, n'obtient qu'une partie assez modeste de ce contrat. 12 lancements avec une option sur 15 tirs supplémentaires. Ariane Espace réalise une très belle opération, puisque l'entreprise européenne est sélectionnée pour réaliser 18 de ces lancements. C'est Ariane 6 qui se chargera de cette tâche, et cela permet donc au nouveau lanceur lourd européen de remplir son carnet de commandes comme jamais, lui assurant une pérennité bienvenue. ULA, la co-entreprise de Boeing et Lockheed Martin, remporte le gros du contrat avec 47 lancements répartis entre le lanceur Atlas et la nouvelle fusée Vulcan. Comme cette dernière exploite le moteur BE4 de Blue Origin, on constate tout de même qu'Amazon a indirectement cherché à profiter à cette dernière. Bien entendu, le rival SpaceX est complètement hors de vue, ce qui n'est pas très étonnant. Amazon espère ainsi déployer un peu plus de 3000 satellites sur 5 ans. L'entreprise va débourser jusqu'à 10 milliards de dollars pour construire et lancer sa constellation.
Elle pourra alors devenir un opérateur d'accès à Internet, en plus des très nombreux services qu'elle propose déjà. Il reste à connaître les détails du calendrier. Starlink a déjà déployé de très nombreux satellites et est déjà en mesure de commercialiser une première version de son service d'accès à Internet par satellite. Il est probable qu'il faudra encore plusieurs années à Amazon pour arriver au même niveau. En attendant, on peut se réjouir de toutes ces nouvelles occasions de voir décoller Ariane 6. Puisqu'on évoque SpaceX, l'entreprise est pour le moment concentrée sur le vol habité. Elle vient de lancer la mission Axiom 1 à destination de la Station spatiale internationale. Il s'agit d'une mission de tourisme spatial qui a la particularité de n'avoir que des passagers privés à bord. L'automatisation du vaisseau et l'entraînement fourni aux passagers est donc considéré comme une garantie de sécurité suffisante. Bon, il y a tout de même un ancien astronaute de la NASA, Michael Lopez Alegria, qui prend le rôle de commandant de la mission. Le vaisseau Crew Dragon, qui sert au transport, s'est amarré à l'ISS le 9 avril. Il va y rester pendant 8 jours avant de ramener ses passagers sur Terre. Ceux-ci effectueront quelques expériences, mais pourront tout de même profiter de leur temps libre en apesanteur. Pour Axiom, il s'agit d'une première mission qui devrait être suivie de bien d'autres. L'entreprise est en train de faire fabriquer ses propres modules de station spatiale, qui seront rattachés à l'ISS à partir de 2024. Ils pourront accueillir des touristes, des chercheurs ou des équipes de réalisation pour tenter de transformer le vol habité en orbite basse en une activité rentable. Le segment d'Axiom pourra ensuite se séparer de l'ISS pour former sa propre station spatiale à l'horizon 2030. Du côté de SpaceX, les vols habités vont se poursuivre avec la mission Crew 4. Celle-ci doit décoller dans une dizaine de jours pour emporter 3 astronautes de la NASA et 1 de l'ESA vers l'ISS, cette fois-ci dans le cadre des opérations normales de la station. Vers la fin de l'année, un autre vol entièrement privé est prévu par SpaceX, avec la mission Polaris Dawn. Celle-ci viserait une orbite assez haute et permettra de tester des combinaisons d'EVA. Axiom prévoit pour sa part une deuxième mission vers l'ISS en Crew Dragon, au début de l'année prochaine. On continue du côté du SLS qui a toujours un peu de mal avec son Wet Dress Rehearsal. Le test final de la fusée lunaire géante a été repoussé à de multiples reprises ces derniers jours. Il devrait finalement avoir lieu dans la semaine. Ce test constitue une réplique presque totale du lancement avec remplissage des réservoirs et une interruption du compte à rebours juste avant le décollage. Si tout se passe comme prévu, la prochaine étape sera la mission réelle, la première d'un vaisseau habitable vers la Lune depuis 50 ans. Pas d'équipage à bord, puisqu'il s'agit d'une mission de démonstration, mais la suivante devrait se faire avec des astronautes. Si on se projette quelques années plus tard, l'agence spatiale américaine souhaite faire un retour durable à la surface de notre satellite, avec éventuellement une base au pôle sud et de nouvelles capacités d'exploration. Dans ce cadre, Northrop Grumman vient de présenter un nouveau concept de rover lunaire pour supporter les futurs explorateurs. L'entreprise s'est associée à Intuitive Machines, AVL, Lunar Outpost et notre Michelin national pour imaginer un rover multifonction capable d'être autonome ou piloté par un humain pour transporter ces derniers ou du fret. Au sein de l'Alliance, Northrop Grumman serait le maître d'œuvre. AVL se chargerait du développement des batteries et des systèmes de conduite autonomes. Intuitive Machines serait responsable de l'acheminement du rover jusqu'à la Lune grâce à l'atterrisseur Nova D. Lunar Outpost serait en charge des mécanismes de gestion thermique et de la lutte contre la poussière lunaire, tandis que Michelin se chargerait bien évidemment du design des pneus sans chambre à air. Le concept s'inscrit dans le programme Lunar Terrain Vehicle, un développement amorcé par la NASA voilà 2 ans qui pour le moment n'a pas vraiment de financement. L'idée serait de lancer ce rover avec la mission Artemis 5. Donc ce n'est de toute manière pas pour tout de suite. En plus de la proposition de Northrop Grumman, Lockheed Martin et General Motors y sont aussi allés de leur concept, ainsi qu'une 3e équipe composée de Teledyne Brown, Sierra Space et Nissan. Avant que ces équipes soient départagées, c'est la compétition sur le SLD, le second atterrisseur lunaire habité, qui risque de faire parler d'elle.
De nombreuses discussions sont en cours et on devrait se retrouver avec des équipes assez différentes de la dernière fois. Northrop Grumman et Lockheed Martin semblent ainsi tentés par l'aventure en solo, ou du moins à la tête de leur propre coalition. La National Team de Blue Origin risque donc de maigrir. Enfin, c'est un véritable chassé-croisé qui se dessine, car du côté de chez Sierra Space, qui avait fait la première compétition aux côtés de Dynetics, on pourrait être tenté de rejoindre Blue Origin. Le contrat final vaudra certainement plusieurs milliards de dollars. Pour toutes ces entreprises, être dans l'équipe gagnante pourrait être une question de survie. Il faut noter que dans les spécifications demandées, la NASA dit que ce nouvel atterrisseur lunaire devra être capable de pousser ses opérations jusqu'à Mars. On se place donc dans une optique de très longue durée. A noter que le Starship, qui fera office de premier atterrisseur lunaire, n'a pas cette contrainte, alors qu'il a été conçu presque spécialement pour. Bref, une fois que la démonstration qu'Artemis 1 sera faite, il faudra mettre un grand coup d'accélérateur sur ces programmes. Pas de retour possible sur la Lune sans atterrisseur lunaire, la principale pièce manquante du puzzle. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce DNDE. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaires pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.